Dans Habyarimana, 17 ans après le génocide rwandais, bien voici aujourd'hui une autre lecture du déclenchement de ce génocide de 94. Un génocide qui, on le rappelle, a fait 800 000 morts, en majorité des Tutsis. En 2006, la justice française, avec le rapport Bruguière, conclut que le tir qui a abattu l'avion du président Habyarimana provenait du camp des Tutsis, du FPR. Un rapport balistique remet aujourd'hui en cause cette thèse. Le tir pourrait provenir en fait d'un camp militaire Hutu, le camp de Kanambe. On va peut-être voir cette carte. Vous voyez donc ces deux camps militaires, le camp du FPR et le camp Hutu. Alors pourquoi cette nouvelle hypothèse arrive-t-elle si tard, 17 ans après les faits? Quel intérêt la justice française avait-elle à l'époque de mettre en cause le clan Kagame? Des questions qui relancent aujourd'hui la question des responsabilités de la France dans ce génocide. Alors on en parle ce soir avec Maître Léon-Lev Foster, qui est avocat des 7 proches de Paul Kagame, qui ont été inculpés, on le rappelle, pour leur participation présumée à l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Et vous avez participé aussi à l'expertise donc sur place. Maître Emmanuel Bidanda, bonsoir. Vous êtes l'avocat d'une des familles françaises qui étaient donc membres de l'équipage de l'avion. On rappelle qu'il y avait 3 Français membres d'équipage dans cet avion qui a transporté donc le président Habyarimana de Tanzanie jusqu'au Rwanda. Et vous avez également donc participé à l'expertise sur place. José Kagabo, bonsoir. Vous êtes historien, maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste d'histoire sociale et de la politique du Rwanda. Et puis avec nous Charles Onana, bonsoir. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur des Secrets de la justice internationale, enquête truquée sur le génocide rwandais, un livre préfacé par Pierre Péan aux éditions du Bois. On revient avant de commencer ce débat, si vous le voulez bien, sur l'histoire du déclenchement du génocide de 94 et les réactions après le rapport d'expertise du juge Trévidic. Les précisions avec Alix Lebaud. À la sortie de l'audience à huis clos, le clan Kagame crie victoire. C'est une journée historique et très importante. Aujourd'hui, le rapport d'expertise qui nous a été communiqué, je suis autorisé par les clients à vous le dire, confirme l'hypothèse d'un départ de tir de missile depuis le camp de Kanambe. Et c'est tout l'enjeu de cette affaire. Le 6 avril 1994, un avion est abattu par des tirs de missiles près de l'aéroport de Kigali. À son bord, 12 personnes, dont le président rwandais Juvenal Habyarimana. Il appartient à l'ethnie Hutu. Ses alliés accusent les Tutsis d'avoir abattu l'avion. L'attentat déclenche le génocide des Tutsis du Rwanda. En 3 mois, ils seront 800 000 à périr. Depuis la France, le juge Bruguière, qui enquête sur l'assassinat du président, adopte cette thèse. En 2006, il lance 9 mandats d'arrêt contre les proches du nouveau président du Rwanda, le Tutsi Paul Kagame. En 2008, un nouveau juge, Marc Trévidic, reprend l'enquête à zéro. Selon ses conclusions, les tirs ne sont pas partis d'une position des rebelles Tutsis, mais du camp de la garde présidentielle. Le président aurait donc été assassiné par des extrémistes Hutus. Présente à l'audience, la veuve de Juvenal Habyarimana. Son avocat minimise les résultats de l'expertise. Vous savez, c'est du langage d'expert. On vient de recevoir aujourd'hui un rapport, on nous a lu les conclusions de ce rapport qui fait 300 pages. Évidemment, on va l'examiner dans le détail. De leur côté, les autorités rwandaises se félicitent de ces conclusions. Aujourd'hui, grâce à des juges indépendants et impartiaux, la vérité finit par éclater. Plus de 16 ans après l'attentat, l'enquête prend un nouveau tournant. Maître Léon-Lev Foster, je rappelle que vous êtes l'avocat des 7 proches de Paul Kagame. Comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport? Bien écoutez, nous avons accueilli ce rapport comme une étape fondamentale de 17 ans d'enquête. Il ne faut pas oublier que ce dossier vient à sa fin sur cette partie de la suspicion à l'égard des personnes liées au FPR. Aujourd'hui, nous avons un rapport d'expertise qui n'avait jamais été demandé auparavant, qui n'avait jamais été ordonné auparavant, qui n'avait jamais été sollicité par les parties civiles, et qui, après la décision des magistrats instructeurs, Madame Poux et Monsieur Trévidic, a pu être réalisé sur des données qui étaient des données non pas des témoignages, mais qui tendaient à vérifier
la crédibilité des témoignages, et puis surtout sur des bases techniques et scientifiques. Et comment toutes vous les expliquez options... que ça n'ait jamais été fait? Eh bien écoutez, je crois que c'est un des dysfonctionnements du dossier. Il faut quand même comprendre que pour analyser une situation sur un pays à la géographie complexe, il eût été nécessaire d'abord que le magistrat instructeur initial se déplaçât sur les lieux. Le juge Bruguière, Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Qu'il ordonne une expertise balistique sur place. Il ne l'a jamais fait. Et l'on s'est satisfait dans le dossier d'une multitude de témoignages plus ou moins manipulés, plus ou moins orientés, qui ne permettaient pas de connaître la vérité. Donc pour nous, c'est une étape fondamentale du dossier, mais qui devrait être satisfaisante aussi pour les parties civiles. Pourquoi? Parce que ce dossier permet l'expertise faite par 7 experts, dont un expert acousticien, experts indépendants nommés par la magistrature française, qui ont mis 16 mois à fournir leur rapport. Hein, nous sommes allés au Rwanda en septembre 2010. Le rapport est déposé aujourd'hui, et ce rapport, que dit-il? Il dit que la thèse de ceux qui voulaient incriminer nos clients ou le FPR, eh bien, leur thèse est impossible, et matériellement et techniquement impossible. Et que la seule thèse possible, je ne vous développe pas, peut-être dans le débat on le fera, mais que la seule thèse techniquement et scientifiquement possible est un camp militaire qui n'était accessible qu'avec l'accord de l'armée rwandaise et des Hutus extrémistes. Maître Emmanuel Bibanda, je rappelle donc pour le téléspectateur, vous êtes l'avocat d'une des familles des victimes, donc membre de l'équipage qui transportait le président Abiy Ahmed lorsque l'avion a été attaqué. Pourquoi vous n'avez jamais demandé finalement l'expertise qui a été faite aujourd'hui par le juge Trévidic? Pourquoi vous n'avez jamais demandé à ce que le juge se déplace au Rwanda, ce qui paraît une évidence, qu'il y ait des études balistiques, acoustiques qui soient faites? Pourquoi ne l'avoir jamais demandé? Alors, je ferai déjà une petite précision, c'est que je ne suis pas dans le dossier côté partie civile depuis l'origine de l'instruction. C'est pas mon confrère qui est en cause, que ça soit... Non, mais oui, pourquoi les gens que vous défendez je pense d'abord qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu une période extrêmement compliquée dans les relations entre la France et le Rwanda. Et compte tenu de la sensibilité du dossier, j'imagine que les conditions à la fois politiques et matérielles pour effectuer une telle expertise... Vous voulez dire, c'est qu'il y aurait eu des pressions politiques? Je pense que justement d'aller au bout de cette expertise, au moins il est toujours difficile d'essayer de reconstituer ce qui aurait pu ou ne pas se réaliser, mais je pense qu'il aurait été extrêmement compliqué de mener à bien une telle expertise compte tenu des relations, de l'état des relations entre la France et le Rwanda. Si vous interrompre mon confrère, mais c'est totalement faux. Puisque nous savons qu'une juge du tribunal militaire français a pu se déplacer au Rwanda pour faire un certain nombre d'investigations liées à une plainte qui avait été formée devant le tribunal militaire. Donc il n'y avait pas la possibilité ni politique ni matérielle de se déplacer. Une remarque, effectivement, il y a un dossier il y a plusieurs dossiers d'ailleurs, je crois, qui sont au tribunal aux armées, qui sont très très postérieurs, puisque je crois que le premier dossier date de 2004 ou 2005. Bon. La plainte est donc antérieure aux investigations de M. Permettez-moi de terminer je peux m'excuser ce que je voulais dire, et sachant également qu'à partir de 2006, les relations diplomatiques ont été rompues. Bon, donc, ce qui nous fait déjà quand même... On comprend bien à votre discours qu'il y a eu beaucoup de pression. Non, je pense simplement que c'était très compliqué politiquement pour un tas de raisons. D'aller au bout de cette enquête. En tout cas, de réaliser une telle expertise. Effectivement, elle aurait pu être demandée. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait pu être réalisée dans des conditions normales. José Kagabo, est-ce que ce rapport apporte aujourd'hui une autre lecture du génocide, ou en tout cas du déclenchement du génocide? Ce rapport apporte... Quelle lecture française? Oui, ce rapport apporte des éléments techniques que Maître Foster a soulignés. Alors, moi je pense que l'ensemble du dossier comprend plusieurs aspects. Il y a des aspects politiques qui font qu'on
imaginé, n'ont pas imaginé, etc. À l'exemple de ce que je viens d'entendre, qu'il était difficile de réaliser une maquette sur place. Qu'est-ce qui rendait difficile une telle réalisation? Rigoureusement rien politiquement. Je prendrai à témoin, puisque vous avez daté la rupture des relations diplomatiques en 2006, je prendrai à témoin celui qui était ambassadeur de France à l'époque, Dominique Deschères. Bon, donc ça c'est du discours a posteriori pour justifier l'injustifiable, pour justifier pourquoi il a plein des partis civils étaient de 98. Je ne suis pas là pour justifier quoi que ce soit. Je ne justifie rien. Si vous mettez en cause M. Roudière, invitez-le qui... Non, mais je vous dis, on va laisser terminer José Kagabo. Je vous dis, je connais bien l'état des rapports politiques entre la France et le Rwanda depuis 90. Et donc j'ai suivi un peu cet aspect. C'est pour ça que je disais, le rapport comprend plus, enfin l'affaire comprend plusieurs aspects. Mais est-ce qu'on peut dire, José Kagabo, aujourd'hui, clairement, que ce sont les extrémistes Hutus qui ont abattu l'avion du président Habyarimana et que ce n'est pas le camp du FPR, c'est-à-dire de Paul Kagame? Est-ce qu'on peut l'affirmer aujourd'hui? Madame, vous avez souligné mon statut d'historien. Chez les historiens, on ne travaille pas comme ça. Je n'affirme pas, je n'infirme pas. Je travaille sur des matériaux dont j'examine la consistance sur base de critiques de sources. Et j'en prends certaines, d'autres sources, je les mets de côté parce qu'elles ne sont pas du tout fiables. Parce que je rappelle que maintenant, on peut croiser, ça c'est le deuxième aspect, l'aspect historique, on peut croiser plusieurs types de sources. Des sources judiciaires, il en existe, mais des archives. Certaines ont été ouvertes, aussi bien au Rwanda qu'en France. En les croisant, il est permis de relater un certain nombre de sornettes qu'on nous raconte. Donc ça, c'est l'aspect historique. Donc maintenant, il y a les aspects politiques ouverts, enfin la dimension politique ouverte par le rapport des experts que je n'ai pas encore lu en entier. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce rapport dédouane le président Kagame? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Mais pour autant, en ce qui me concerne, je peux répondre oui, d'une façon totale. Et je l'explique pour que mes contradicteurs puissent répondre à ça. C'est que le seul endroit qui est retenu comme le point de départ des missiles, c'est un camp militaire qui était à la disposition de l'armée rwandaise de l'époque. Et puis le deuxième point, puisqu'il y a le départ... Maître, je vous en prie, ce camp militaire, personne ne l'a visité avant ces experts. Absolument. Personne n'avait décidé, n'avait cherché à s'y rendre, et c'est grâce aux experts qui ont insisté pour s'y rendre que nous avons pu y pénétrer. Et donc vous avez un deuxième point, c'est la question du missile, puisque ce sera évoqué, qui a frappé l'avion, et ce missile, il est apparu que c'était un missile SA-16 IGLA-1, et ce type de missile, eh bien, incontestablement, à l'époque, il suffit de se référer à l'affaire de l'Angola ou à d'autres affaires de marchands d'armes, était à disposition sur le marché africain. Oui, alors on va en parler justement de ce missile, parce que certains, justement, du côté des Hutus, remettent en cause, en tout cas, disent que finalement, l'armée Hutu n'avait pas l'expertise pour utiliser ce type de missile, et donc que peut-être d'autres hypothèses sont envisageables. On va en parler dans un instant. Charles Nana, je vais quand même vous donner la parole. Alors vous, on vous a souvent accusé de révisionnisme, il faut dire les choses. Vous avez souvent accusé Kagame d'être à l'origine des massacres des Tutsis et des Hutus pour s'emparer du pouvoir. Alors est-ce que ce rapport vous oblige pas aujourd'hui à revoir vos positions? Est-ce que vous vous dites finalement, peut-être que je me suis trompée? Non, vous savez, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils se trompent. Je ne commence pas par affirmer que je me suis trompé alors qu'on n'est pas allé au bout des investigations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un rapport d'experts qui en fait appuie la thèse qui avait été soutenue dès le départ et gagnée. Parce que pour que les gens comprennent très bien ce qui s'est passé, c'est que dès le début, après l'attentat du 6 avril 1994, personne n'a demandé d'enquête. C'est-à-dire l'OACI qui a vocation à le faire, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, n'a pas demandé d'investigation alors que c'est prévu dans ses statuts. La France n'a pas demandé d'enquête sur cette histoire. Les Nations Unies, qui avaient la responsabilité de la sécurité de la ville de l'aéroport de Kigali, n'a pas demandé d'enquête. C'est pour cela que moi, journaliste, et d'autres par la suite, ont enquêté. Mais pourquoi on a enquêté? Parce que dans le rapport des Nations Unies, il est clairement dit que c'est l'attentat du 6 avril qui a déclenché les événements, les massacres qui ont suivi.
Donc, j'étais étonné moi-même que le tribunal pénal international, qui est chargé de mener des investigations sur tous les crimes qui se sont déroulés au Rwanda du mois de janvier 1994 au 31 décembre, a exclu d'office l'attentat du 6 avril. Et dès le début, qu'est-ce qui a été dit par le clan Kagame, par Kagame lui-même? C'est que ce sont les Hutus qui ont abattu l'avion du président avec l'aide de la France. Donc, c'est pour cela que lorsque les enquêtes du juge Bruguière ont commencé, la première des choses était de dire que la justice française était instrumentalisée par le pouvoir politique. Il se trouve aujourd'hui que l'expertise qui est faite, moi je demande à avoir d'autres éléments dans cette expertise. Et il faut, je pense, si les chercheurs sont assez sérieux, assez rigoureux, il va falloir peut-être demander des contre-expertises. Pourquoi? Parce que je note que dans ce qui a été dit, on n'a pas interrogé, par exemple, les responsables de la MINUA, notamment le général Dallaire, donc, qui était le patron de la force des Nations Unies. On n'a pas interrogé Jacques-Roger Bobo, qui était le chef de la mission, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, qui m'avait dit quoi? Qui m'avait dit que le soir même de l'attentat, son général, le général Dallaire, a disparu de la circulation pendant au moins 4 heures. Par la suite, il y a quelqu'un d'autre qui aurait dû être interrogé parce qu'il y a des témoins qui... Oui, mais aujourd'hui, Charles Onana, on ne va pas faire le descriptif de toutes les personnes qu'on aurait dû interroger. Il cherche absolument à déconstruire l'histoire. Il parle d'un rapport qu'il ne connaît pas. Et c'est quand même un extrait extraordinaire dans cette logique de mauvaise foi systématique qui a été son récit depuis... Moi, je vous accuse pas de mauvaise foi. Je ne me permettrai pas. Pourquoi je parle de mauvaise foi? C'est pas la qualité qui est la vôtre, mais c'est comment pouvez-vous parler d'un rapport que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas étudié, un rapport qui, sur le plan technique et scientifique, a étudié l'ensemble des possibilités matérielles d'atteindre l'avion. Vous concluez déjà. Vous parlez, vous qui avez lu le rapport, je décris. Vous concluez déjà que M. Je dis simplement, parce que je ne peux pas laisser dire certaines choses, mais je ne peux pas laisser dire que des témoignages qui interviendraient ou qui auraient dû intervenir ou qui auraient été dû être demandés par les parties civiles qui souhaitaient absolument, pour certaines d'entre elles et pas toutes, orienter les accusations sur M. Kagame, eh bien que ces témoignages ne pourraient pas se confronter à la réalité objective d'un juge indépendant. Et personne ne pourra douter de l'indépendance de Mme Poux et de M. Trévidic. Personne. Le deuxième point, personne ne pourra dire que 16 mois par des experts spécialisés au niveau de la technicité puissent être remis en cause, alors que ce qui est intéressant, mon cher Olana, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une simulation qui a été faite pour déterminer le point d'impact sur l'avion et pour déterminer les points de départ. Et puisque vous évoquez des personnes qui seraient favorables à vos thèses, eh bien, il y a un témoignage favorable pour des, il ne faut pas se cacher de son petit doigt, eh bien, vous avez un militaire français qui était proche des militaires français, qui a voulu défendre les militaires français, eh bien, qui a indiqué quel était le point de départ en fonction de ce qu'il avait entendu, à savoir le souffle de départ d'un missile. Eh bien, nous savons d'où le missile est parti. Nous savons d'où le missile est parti, c'est ce que dit Maître Léon Forster. Et je vais vous faire réagir, Charles Onana, à ce que vient de dire Maître Léon Forster. On va faire une petite pause, et vous aussi, évidemment, je vais vous faire réagir. On va faire une petite pause et on reprend ce débat consacré ce soir au génocide. Merci.